Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Ce forum de la presse s'intéresse à deux sujets. Le nouveau découpage administratif annoncé qui suscite des réactions à travers le pays. Également la situation des écoles au Mali, notamment à Banamba, où les établissements scolaires restent toujours fermés malgré des opérations militaires dans la zone. Nos invités, comme d'habitude, tous des journalistes, Makan Konaté de la radio IKFM, Yoroso du journal L'Inter de Bamako et Yeya Tandina au téléphone de leur thème Tombouctou. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. C'est la une de ce jour à Studio Tamani. Nouveau découpage administratif des Maliens rejette. Le gouvernement rassure. Des experts proposent des préalables. Écoutons ce reportage. Des organisations de la société civile protestent et s'insurgent contre ce nouveau projet de découpage administratif. Selon elles, ce projet de découpage administratif est inopportun, inadéquat et source de tensions sociales. Le président de cette coalition dénommée Igda Malitikla estime qu'il est temps de faire face aux réalités du sous-développement et d'insécurité actuelle du pays. Abdelkader Maïga. Quand on regarde le contenu du projet de réorganisation administrative, on se rend compte qu'on fait la part belle à certaines régions du Nord ou à certains groupes armés. C'est ce qui est encore plus déplorable. Maintenant, il y a déjà des responsables d'autres régions comme Picasso qui commencent déjà à se plaindre. Ça ne nous avance en rien, ça ne garantit pas la paix, ça ne garantit pas la cohésion sociale. Et moi, je dis qu'il faut tout simplement rejeter même ces concertations et ce découpage. De son côté, le gouvernement estime que cette réorganisation du territoire est une nécessité pour le rétablissement de la sécurité et le rapprochement des services sociaux de base des communautés et l'équilibre du développement. Ces représentants estiment que les conférences régionales permettront aux populations de faire des recommandations et des suggestions pour la réussite du projet. Souleymane Amadou Sangare, directeur général de l'administration du territoire. À partir du moment où l'opportunité est donnée à cette partie de la population pour être au niveau des conférences régionales, pour expliquer pourquoi cela, pourquoi nous ne faisons pas cela, moi je pense quand même que le processus est participatif. Et l'État veut vraiment qu'il y ait la stabilité, qu'il y ait la sécurité et qu'il y ait le développement. Selon certains observateurs, la démarche adoptée pour le gouvernement n'est pas inclusive ni constructive. Selon eux, le temps imparti aux concertations locales n'est pas suffisant pour recueillir les recommandations des populations sur l'ensemble du territoire national. Mamadou Diouara, sociologue enseignant à l'université de Bamako. Concertation organisée en 2 semaines, et ça va être un processus bâclé dans lequel des gens vont venir, 10 à 15 personnes vont avoir la parole pendant 5 à 10 minutes, et puis après, un comité va décider de sortir des rapports, et après on va dire, bon, on a fait des concertations, le peuple a validé. C'est ça le processus vers lequel on vient de partir. Si le gouvernement s'amuse à un tel jeu, ça va être extrêmement dangereux pour l'équilibre national du Mali. Yoroso, quelle lecture faites-vous de ce processus de nouveau découpage administratif? Ok, merci M. Touré. Un découpage en soi n'est pas mauvais. Surtout un pays comme le nôtre, plus d'une superficie d'1 million de kilomètres carrés. Mais malheureusement, le contexte ne s'y prête pas. Aujourd'hui, les gens voient derrière ces découpages une prime à l'impunité pour récompenser certains groupes armés ou certaines communautés. Si vous regardez le découpage qui a été fait au niveau des régions du Nord, nous voyons que c'est des zones pratiquement qui ne sont pas peuplées. On ne peut pas quand même ériger des zones de pâturage en cercle. Ce n'est pas possible. Mais si le gouvernement est en train de faire ces découpages, c'est parce que c'est les conséquences de l'élection présidentielle. Il faut que les gens sachent que dans ces régions, il y a eu une fraude massive. Dans les zones où il y a 20 personnes, on a parlé de 1000 à 2000 ou 3000 électeurs. Et aujourd'hui, la réalité, pour ces gens, il faut pratiquer ça. Telle personne dans notre zone, voilà, les élections ont montré qu'il y a tel électeur dans telle zone. Et aujourd'hui, il faut que les découpages s'adaptent à ça. Donc, c'est la conséquence de la fraude massive qui a eu lieu lors de l'élection présidentielle. Donc, ce découpage, il est temps qu'on le mette de côté, comme ce fut le cas de la révision constitutionnelle. Le Mali n'est pas aujourd'hui prêt pour ces découpages
il faut qu'on gère la crise qui est déjà là depuis 2012. Il ne faut pas qu'on en rajoute d'autres. Vous voyez le tollé qui a accompagné ces découpages. C'est tout le Mali qui s'est levé aujourd'hui pour dire toutes les régions, les localités, les ex-arrondissements, les communes, tout le monde veut avoir sa région, son cercle. Et dans ce cafouillage, ça va nous conduire au chaos. Et maintenant, on a laissé tomber le mot découpage, on peut parler de réorganisation. Je ne sais pas si c'est un jeu de mots, mais en tout cas, il faut qu'on abandonne ce projet pour faire face aux réalités du pays, qui sont l'insécurité. Vous l'avez dit, c'est le deuxième thème. Les écoles sont fermées tout près de Bamako sont fermées. Les prix des denrées de première nécessité augmentent. L'eau potable manque un peu partout. Nous allons parler du contexte tout de suite. Okay. Makan Konaté, avez-vous une analyse différente de celle de Yorosso ou partagez-vous son avis? Non, je ne partage pas son avis parce que c'est un vieux projet qui avait été mis en œuvre, qui avait été proposé depuis un certain temps et qui a passé par l'Assemblée nationale avant d'être... Avant que l'on dise qu'on veuille bien mettre ce projet-là en exécution. C'est un projet qui a passé par l'Assemblée nationale. Un vieux projet qui a un lien avec l'accord pour la paix ou pas? Mais je crois oui. Non, attendez, c'est un vieux projet qui a passé par l'Assemblée nationale. Bon, et que dit le gouvernement? Il y aura effectivement ce découpage ou bien cette réorganisation administrative au niveau des régions. Je crois qu'il y a même certaines localités qui se sont même levées à un moment donné. Je me souviens du passage du président de la République à Bougouni, quand les populations autochtones de Bougouni ont demandé à ce que vraiment ce vieux projet-là soit mis en application. Et je crois qu'il n'y a pas que Bougouni, il y a également Koutiala qui doit être érigé en région. Et ce que moi je peux dire, le fait de faire ce découpage-là ne peut que renforcer effectivement la paix, la cohésion sociale, la sécurité. Un gouverneur de région est là et il va falloir qu'il prenne des dispositions également pour que les conditions sécuritaires soient réunies, etc., etc. Moi, je ne vois pas en cela un mal. Et d'aucuns disent que non, ça ne fait que favoriser les régions du Nord. Non, ça ne fait pas que favoriser les régions du Nord. Aujourd'hui, si nous avons un souci, c'est d'aller vers la paix. Si nous avons un souci, c'est d'assurer la sécurité des populations au niveau des régions du Nord. Si nous avons un souci, c'est d'assurer la cohésion sociale. Et il est dit qu'il y aurait effectivement des concertations régionales. 2 semaines sont largement suffisantes pour que chacun... Une semaine, 13 ou 17, 5 jours. Bon, c'est largement suffisant. Parce que déjà, les réflexions sont menées. Vous menez d'abord vos réflexions à la base avant de pouvoir venir avec ces réflexions-là. Donc, moi, je pense que rien n'est fait. Rien n'est fait jusque-là. C'est mon avis. Parce qu'il y a les conclusions de ces concertations-là qui vont être pertinentes et qui vont être prises en compte par les autorités maliennes. D'accord. S'il vous plaît. Par rapport au vieux projet dont il parle, je crois que c'est le gouvernement qui est en train de tromper le peuple malien pour dire que c'est un vieux projet qui date sous ATT. Ce vieux projet, ça c'est une loi qui a été adoptée en mars 2012 et qui parle de 19 régions avec leur cercle. Il ne s'agit pas de ce découpage, mais ils sont en train de faire croire. Ils n'ont montré aucun papier aux Maliens pour dire qu'il s'agit de ce découpage. Ce découpage d'ATT sous ATT concerne 19 régions. Uniquement, le gouvernement ne fait pas partie. C'est 19 régions. Mais quand vous voyez le document qui circule sur les réseaux sociaux, qui serait un document qui aurait fuité, est-ce que vous avez l'impression que ce document est la loi qui a été adoptée en mars 2012? Non, ce n'est pas cette loi. J'ai la loi. Ce n'est pas cette loi. Cette loi parle des 19 régions. Okay. Des 19 régions, aujourd'hui, 4 sont opérationnelles, comme il a dit. Il y a Nioro du Sahel, il y a Bougouni, il y a Koutiala et Djouila, dont les gouverneurs ont été nommés, mais qui n'ont pas encore prêté serment. Voilà. Donc ça, c'est un nouveau découpage qui a été fait par ce gouvernement. Ce n'est pas un projet qui date sous ATT.
Ok. Voilà, c'était la précision que je voulais apporter. D'accord. Yaya Tandina, à vous, que pensez-vous de cette situation? Bon, moi, je m'inspire du passé, d'abord pour dire que la forme n'y est pas. Parce que je me rappelle en 1976, quand Tombouctou devrait être érigé en région, Gao, qui était la capitale régionale, qui était la 6e région à l'époque, avait carrément refusé. Donc, il a fallu une concertation des populations pour expliquer les tenants et aboutissants lorsqu'on va détacher Tombouctou comme cercle, en devenant région, qu'est-ce que cela peut apporter au pays. Donc, il a fallu une discussion. Je crois que là, c'est une démarche logique et qui peut bénéficier à toutes les communautés, parce que Gao, Tombouctou était tellement rattaché à Gao, à telle enseigne qu'on ne pensait même pas qu'on pouvait séparer Tombouctou de Gao. Mais finalement, on a compris que lorsque des gens acceptent de communiquer, on peut aboutir à quelque chose. Ce qui s'est passé. Et c'est en 1978 que finalement Tombouctou a été érigé en région. Vous voyez, 2 ans déjà, il a fallu une démarche pour que Tombouctou soit érigé en région. Donc moi j'ai dit cette fois-ci, on est allé très vite, comme on est en train de faire le DDR accéléré. Il faut faire un découpage accéléré ou bien une réorganisation accélérée. Je crois que ça ne va pas nous ramener dans le contexte de quiétude que nous recherchons. Ça, c'est un premier aspect. Le contexte dans lequel cela se passe aujourd'hui, je crois que d'abord il faut le décrire, il faut le dénoncer, parce qu'actuellement nous sommes en train de vivre une crise. Et lorsque des gens sont habitués culturellement à partager les mêmes réalités, économiquement à partager les mêmes réalités et administrativement à partager les mêmes réalités, aujourd'hui on se permet d'un seul coup de dire que nous allons les dissocier, ça peut poser problème. Et par rapport à l'approche de dire que nous allons faire des concertations locales, et on doit s'inspirer également de ce qui se passe avec la révision constitutionnelle. Vous voyez, c'est les mêmes acteurs qu'on appelle. Ce n'est pas en réalité ceux-là qui sont intéressés par le projet, qui sont invités, qui doivent vous donner leur point de vue, mais c'est généralement les mêmes gens qui se retrouvent encore dans les mêmes salles pour dire oui, ça passe, ainsi de suite. Donc c'est un bénéfice pendant que les populations à la base qui doivent discuter de leur ressort ne sont pas concernés, ne peuvent pas assister à ces concertations. Donc j'ai dit vraiment, il faudrait reculer un peu et attendre à un moment où on peut le faire. Pour l'instant, le contexte ne s'y prête pas, mais la forme également n'y est pas. Parce que ce qu'on est en train de faire, même si c'est un projet qui peut être rejeté, mais pour le moment, le gouvernement doit avoir de la patience, accepter à ce que les populations elles-mêmes désirent à ce qu'on partage cela. Il y a des régions qui sont prêtes tout de suite, il y a des localités qui sont prêtes à être rédigées en région. C'est des régions qui sont prêtes économiquement. Mais ces régions du Nord, aujourd'hui, c'est difficile. Moi, je crois que la seule solution que l'État peut faire, c'est d'élargir ses pouvoirs auprès des autorités traditionnelles. En ce moment, et la sécurité, parce que la sécurité sera assurée par les ressortissants de ces localités, si c'est dans le contexte sécuritaire dont on parle. S'il s'agit de recouvrer également les taxes et autres, c'est plus facile à un chef de culture, à un chef de village, d'approcher ces communautés que lorsque vous débarquez quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'aura pas de respect, qui n'a pas la même culture, qui n'est pas capable de demander, ou bien qui manque le savoir demander aux gens ce qu'ils doivent à l'État. Donc je crois qu'il faut revoir la forme. Ça pose problème actuellement. Et c'est la même lecture que je suis en train de voir ce qui se passe à Tombouctou. D'accord. Vous êtes au nord du pays. Est-ce que vous avez l'impression que les objectifs selon lesquels le gouvernement veut faire un nouveau découpage qui serait d'assurer la sécurité et de permettre une large présence de l'État à travers le pays, est-ce que vous pensez que ce redécoupage pourrait permettre d'atteindre ces objectifs? Moi, je ne pense pas. C'est ce que je suis en train de dire, mais là où l'État peut en réalité retrouver son autorité, j'ai dit d'élargir ses pouvoirs auprès des autorités coutumières et des autorités traditionnelles qui sont capables aujourd'hui de recruter les personnes qu'il faut pour assurer la sécurité de leur localité. Ce serait difficile à l'État de faire des recrutements et ensuite débarquer des éléments pour dire que toi, tu vas assurer la sécurité dans telle localité. Une localité que vous ne maîtrisez pas, dont vous ne connaissez pas les cultures, c'est difficile. Moi, je crois que ça, c'est pas la façon. Parce que même si on le fait... Parce que quand on confie le pouvoir aux autorités traditionnelles, cela veut dire que l'État existe. Auparavant, c'était ainsi. Tombouctou était la plus grande région, y compris Todeni dedans. Mais Tombouctou parvenait comme administrativement à contrôler, même si l'armée n'y était pas partout. L'armée était à Todeni, l'armée était à Géna. Mais on a fini par démilitariser ces zones, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État est absent dans toutes ces zones.
Voilà, moi je crois qu'il faut revoir la politique, sinon ça, ce n'est pas une source de restaurer la sécurité. D'accord, Makan, vous pensez que c'est un bon projet. Alors, en quoi ce nouveau projet peut-il permettre à l'État de mieux assurer la sécurité et d'être présent dans toutes les localités? Oui, je remercie le grand frère Tandina. Je voudrais lui dire que de tout temps, les autorités ont travaillé avec les autorités coutumières, les autorités locales. Donc dire qu'il faut encore remettre le pouvoir à ces autorités coutumières pour qu'elles travaillent, moi je dis que c'est une idée qui vient un peu en retard. Parce que de tout temps, nos autorités ont travaillé de commun accord avec les autorités locales, avec les autorités coutumières. Ça, c'est évident. Ce projet-là, avant qu'il ne soit mis en application, ces autorités ont été impliquées. Ces autorités ont donné leur point de vue, leur accord. Vous en êtes sûr? Mais forcément, parce qu'il y a eu des rencontres, et il y en aura encore. Il y aura des concertations régionales qui sont prévues. Mais au préalable, il y a eu des rencontres. Et les autorités coutumières ont adhéré à ce projet, se sont dites favorables à travailler avec le pouvoir. Alors pourquoi certains Maliens, beaucoup de Maliens, sont en train de manifester aujourd'hui contre ce projet? Bon, je crois qu'il y a une volonté seulement, c'est une volonté manifeste de déstabilisation du régime qui est en place. Et ça, tout le monde le sait. Ça ne date pas de maintenant. Chaque fois que nos autorités entretiennent un projet, forcément, il y a des gens qui se lèvent, qui essaient de mobiliser, qui essaient de décrier toute initiative favorable au développement de ce pays-là, provenant de la part de nos autorités, est décriée par certaines personnes mal intentionnées et qui ont une volonté manifeste de déstabiliser le pays. Vous, Yorosso, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces manifestations sont guidées par d'autres personnes ou est-ce que c'est la volonté du peuple elle-même? C'est la volonté populaire. Ça vient de la population. Parce que ce que nous voyons sur le terrain, les gens ne peuvent pas accepter ça. C'est-à-dire que les zones où la densité est trop forte, les découpages ne concernent pas ces zones. C'est des zones, par exemple le nord, c'est des zones quasiment vides, où il n'y a pratiquement pas de population. L'avantage d'un découpage pour un pays, d'une part, c'est pour réoccuper le pays, repeupler le pays, surtout le nord, et aussi c'est donner du travail aux gens. Avec ces régions, ces cercles, on va recruter beaucoup de gens qui vont travailler dans ces zones. Mais aujourd'hui, le contexte d'insécurité et l'adhésion populaire qui n'a pas soutenu ce découpage, en tout cas pour moi, il est temps de mettre ce découpage dans le placard pour ne pas soulever d'autres tensions. Le Mali a beaucoup de choses sur la table et nous devons faire face à ces problèmes. Il y a le problème de l'école, le problème de santé. Ces découpages, après, une fois que la stabilité sera instaurée, on peut passer au découpage et chacun va prendre la parole pour s'exprimer correctement et librement. Mais dans ce contexte, vous voyez le repli identitaire qui est là. Parce que ce que nous voyons, ce découpage va faire la part belle à des gens, voilà, qui, comme dans l'accord qui dit, il faut une forte représentativité des populations du Nord, surtout les populations du nomade. Qu'est-ce qu'on fait? On va se retrouver avec une administration blanchie sur une majorité de Noirs, comme en Mauritanie. C'est ce schéma qui est en train de se dessiner chez nous. Et les gens ne peuvent pas accepter ça. Une minorité qui veut s'accaparer de tout. Il faut voir aujourd'hui l'administration malienne. C'est pas pour... je ne suis pas dans ce clivage ethnique. Ce n'est pas ma tasse de thé. Mais aujourd'hui, quand vous regardez l'administration, on sait que l'administration malienne est en train d'être blanchie. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, on profite de ça pour intégrer les populations nomades dans la fonction publique. Ils ne passent pas par la voie officielle qui est le concours. De 1994 à maintenant, c'est eux qui sont et animent les rébellions. Et on revient à la table de discussion. Qu'est-ce qu'on dit? Intégration, insertion. Et voilà, ils sont inscrits dans le circuit de l'administration, dans l'armée. Et petit à petit, l'administration malienne est en train d'être blanchie. Comme De Gaulle l'a dit lors de la victoire des Alliés
quand il s'agit du défilé des Alliés sur le champ de l'Élysée, il a dit qu'il faut blanchir l'armée française, c'est-à-dire écarter les Noirs du défilé. C'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, on est en train d'assister à ça. Si nous ne faisons pas attention, on va se retrouver dans la même situation que la Mauritanie, où la majorité des Noirs est mal représentée dans toutes les institutions, que ce soit le gouvernement, l'Assemblée nationale. Et c'est ce chemin qui se dessine ici. C'est ce que les gens voient. Et ils sont obligés de manifester et d'approuver leur mécontentement par rapport à ces découpages. Makan, pratiquement tout le monde autour de cette table est d'accord sur une chose, c'est qu'il est nécessaire de redécouper le territoire, mais le contexte et la forme utilisée cette fois-ci, c'est ce qui pose un peu problème pour certains. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce redécoupage est indispensable à l'heure actuelle? Si c'est ce que les autorités ont décidé, moi, je pense que certainement il y a une... C'est nécessaire. Mais ne peuvent-elles pas se tromper? Ben, écoutez, moi j'ai toujours dit, il y a les concertations régionales qui ne se sont pas tenues d'abord. Il faut tenir compte de ça. Les concertations régionales, il faut tenir compte de cela. L'autre question qui se pose, c'est que, bien sûr, il y a des concertations régionales, mais est-ce que ces concertations régionales pourront permettre aux populations qui se trouvent au fin fond du Mali de donner leur avis, puisqu'on ne parle pas de concertation communale, mais concertation régionale au niveau des régions. Concertation régionale, justement. Et en 5 jours. Raison pour laquelle il est bon que ce découpage-là ait lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a combien de Maliens qui vivent aujourd'hui à l'extérieur du pays? Combien de Maliens ont fui le pays à cause de l'insécurité, surtout les Maliens des ressortissants du Nord? Parce que l'État n'est pas présent dans leur localité. Ils sont nombreux. Mais une des raisons, c'est que l'État n'est pas présent dans leur localité. Oui. Mais en quoi un redécoupage du territoire va permettre à l'État de mieux être présent? Je vais vous le dire parce que ça va permettre à l'autorité de revenir. Un gouverneur sera là et il y aura les forces armées et de sécurité qui seront là. Mais déjà, il y a des zones qui existent déjà où les autorités ont du mal à être présentes. En quoi les autorités seront présentes? Je vais vous expliquer tout ça. Allez-y. Vous savez, nos forces armées de sécurité se battent au nord. Mais pas seulement au nord. Elles sont réparties sur toute l'étendue du territoire national. Et vous constatez que, de façon régulière, l'État recrute au sein de l'armée. L'État est en train de recruter. Et quand vous recrutez une formation militaire, ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas 3 mois, c'est des mois. Pour avoir des soldats bien formés, c'est des mois. Et tout cela coûte. Et ce sont ces militaires-là qui doivent normalement être redéployés sur l'ensemble du territoire, surtout donc vous pensez qu'il est plus facile de redécouper que de former les militaires? Je vous en prie, il y a un retard. Il y a un retard dans le redéploiement de nos forces d'armée et de sécurité, mais vous constatez avec moi que chaque matin, au moins si vous voyez que ces jeunes-là sont en train de faire de l'éducation physique à travers les rues de Bamako ou bien par-ci par-là, parce que ce sont des gens qui sont en formation. Et une formation, ce n'est pas 1 jour, ce n'est pas 3 mois, ce n'est pas 4 mois, ça prend du temps. Et il faut des gens bien formés pour pouvoir les envoyer au nord. Donc, assurer la sécurité des populations, ce qui va permettre à ceux qui sont aux Maliens qui vivent à l'extérieur du Mali, de pouvoir rentrer chez eux. Il y en a combien aujourd'hui? D'aucuns parlent de 100 000, d'aucuns parlent de 200 000. On ne sait pas le nombre. Mais ils ne sont pas tous partis à cause de l'insécurité. Il y en a qui sont partis à cause de manque d'emploi, par exemple. Bon, même à Bamako, il y a des gens qui partent à cause du manque d'emploi. On en voit tous les jours. Ceux qui veulent aller en Espagne. Beaucoup viennent de Bamako, d'autres viennent de Nioro du Sahel, comme d'autres viennent des régions du Nord. Donc on en voit de façon régulière. Ce que je voudrais dire tout simplement, c'est que ce découpage-là est nécessaire et cela va permettre aux populations de regagner au moins leur localité. Il est nécessaire, mais est-ce le moment indiqué? Est-ce que le contexte s'y prête? On va pas rester comme ça. Il faut aller vite. Et puis, il y a une chose. C'est que les gens ignorent. Le Mali évolue aujourd'hui sous une sorte de pression internationale. Est-ce une pression internationale qui veut pousser l'État à redécouper le territoire? C'est important. Pourquoi? Compte tenu même des accords que le Mali a signés. C'est ça. Donc le Mali a signé des accords sous pression internationale. Ont signé des accords qui n'arrivent pas à être mis en application.
vous vous engagez pour quelque chose qui ne se réalise pas. Donc maintenant, les autorités et la communauté internationale vous regardent. Vous, par exemple, quand vous prenez un engagement que vous n'arrivez pas à exécuter, eh bien voilà, on vous pose la question pourquoi. C'est pourquoi quand Ibeka a été élu président, installé dans ses fonctions de président de la République, la communauté internationale lui a dit carrément, il y a 3 mois, vous avez 3 mois pour mettre en application les accords d'Alger. Et ces accords même ont été mis au calendrier grec. Il y a eu un nouveau accord qui a été signé, cette fois-ci en présence de l'ONU, des autorités onusiennes. Et c'est cet accord-là qui doit être mis en œuvre. D'accord, nous allons en reparler tout de suite. À proroger le mandat. Yaya Tandina, est-ce que vous avez l'impression qu'à Tombouctou, les gens sont même au courant du contenu ou qu'il y aura des conférences régionales qui doivent se tenir pour parler de redécoupage administratif? Oui, on a l'impression, mais avant, je voudrais quand même attirer l'attention de Macan pour lui dire que depuis le premier mandat du président de la République, dans son projet de société, il avait parlé de la revalorisation des autorités coutumières. Cela veut dire que Ibeka, en venant au pouvoir, lui-même a compris que ces autorités avaient été exclues de beaucoup de choses. Et maintenant, il fallait leur donner une certaine légitimité. C'est pourquoi j'ai dit on pouvait élargir le pouvoir actuellement de l'État en confiant certaines responsabilités quand même à ces autorités. Mais il ne s'agit pas de les inviter à des forums ou à des rencontres comme ça pour qu'ils donnent leur point de vue. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, si vous prenez les chefs de tribu, les chefs de villages du Nord, personne d'entre eux ne dispose d'un document légal qui prouve qu'aujourd'hui, c'est le chef ou même l'État a même des problèmes pour avoir des interlocuteurs dans cette localité. Donc j'ai dit qu'il faudrait revoir cet aspect. C'est pourquoi je n'ai jamais parlé de ça, M. Macan. Bon, maintenant, en revenant par exemple ici à Tombouctou, comme j'avais dit, les gens suivent l'actualité. Et les concertations, les gens sont prêts à venir donner leur point de vue. Ce qui est sûr. Aujourd'hui, nous prenons parce que quand on parle de la région du Gourma, et je vois déjà à Goundam, il y a un soulèvement parce que les gens veulent avoir la région des lacs. Et vous voyez, donc c'est une division totale quand même de cette partie de la région. Et à Gao, vous avez vu déjà un projet qu'ils avaient eux-mêmes présenté. Ce projet ne veut pas que, dans leur projet, ils veulent carrément maintenir leur cosmopolité avec leurs frères Peuls, leurs frères arabes et leurs frères soraïs. Mais quand on essaie de diviser, créer des localités à base ethnique, là, je crois qu'on amène le pays carrément à terre. Ça, je ne le souhaite pas. Voilà la vision que Tombouctou a. Et ce que nous, on veut, c'est de maintenir cette unité. Et avec un bon administrateur, c'est sûr qu'on peut restaurer la sécurité et l'engagement des populations. Ça vaut mieux que lorsqu'on va contre la volonté populaire, là, c'est sûr qu'on va atteindre le mieux. D'accord. Des analystes ont également réagi sur la question dans le grand dialogue d'hier sur Studio Tamani. Écoutons une partie de leur intervention. Dans cette histoire, je pense que le gros problème, c'est que si on doit en tout cas élaborer quelque chose, les deux options sont possibles. Soit on propose quelque chose à partir de Bamako, qu'on soumet au niveau local, ensuite au niveau des cercles, ensuite au niveau des régions, et après on fait une assise nationale ou c'est pas un atelier national de validation. Soit on laisse complètement les propositions. L'État n'est pas toujours très proche des citoyens. L'État est perçu par certains comme étant un État prédateur, un État qui fait des ponctions. Donc on peut le dire, reconnaître qu'il y a un problème de gouvernance au Mali. Ce qui n'est pas faux, un problème de gouvernance dans tous les secteurs. Et je pense qu'au-delà du redécoupage, il faudrait plutôt voir une refondation de l'État pour que les gens puissent se reconnaître dans cet État-là. L'essentiel est que vraiment il faut que le projet vienne de la base. S'il y a l'unanimité de la base vraiment sur le redécoupage du territoire, la création des circonscriptions des entités, il n'y a pas de problème. Il faut y aller vraiment comme le cas du Sénégal et du Burkina. Donc il fallait ériger Bamako en région et les 6 communes seront les communes d'arrondissement. Pour le reste, il y a des vides du territoire qui sont là. Comment animer ces territoires-là? Donc forcément, il faut aller vers la création de nouvelles entités. D'accord. Yorosso, que pensez-vous de ces deux analyses? Commencez par la base d'abord. Oui, je crois que nous sommes dans un processus de décentralisation. Voilà, les prises de décision au niveau de la base. Et si ça commençait au niveau de la base, je crois que l'adhésion populaire allait faire autour de ce redécoupage. Mais ça vient, les documents qui viennent du sommet de cette façon, les gens voient une imposition. Donc, ils ne se reconnaissent pas dans ce découpage. Et malheureusement, c'est le cas partout, sur l'ensemble du territoire, de Kaï, vraiment jusqu'à Gao, Tombouctou, passant par Ségou, Gao. Tout le monde
s'élever comme un seul homme pour dire non. Il faut qu'on érige notre zone en cercle, en région. Je crois qu'on doit faire un large débat autour de ça. Je pense que les 5 jours sont insuffisants pour qu'on puisse aborder ce problème. Il faut donner le temps aux Maliens pour qu'on se parle et qu'on s'entende sur quelque chose. Est-ce que vous pensez que la même chose qui s'est déroulée avec le processus de révision constitutionnelle risque de se reproduire, que de l'énergie et des fonds soient dépensés et après que le processus soit annulé encore? Oui, si le gouvernement veut passer par le forcing, nécessairement, ça sera comme le cas de la révision constitutionnelle. Et je crois que c'est la phase de la révision constitutionnelle, comme tu l'as dit, a permis au gouvernement de faire sortir de l'argent. C'est une manière vraiment de faire des ponctions sur le trésor public, une manière de voler le peuple malien à travers ça. Après, on a abandonné les projets. L'argent devrait servir à faire autre chose. Et aujourd'hui, on va dépenser de l'argent dans des concertations et au même moment, des fronts vont se créer et à la suite, le président va tenir un discours pour dire qu'il retire le projet. À quoi ça sert? Avant d'engager les réformes, vraiment, avec ce tollé, il est temps d'abandonner ce projet. Sinon, personne n'est contre le découpage. Surtout le Mali, aujourd'hui, a besoin d'un découpage pour occuper le nord. Mais aujourd'hui, le contexte ne s'y prête pas. Vraiment, il faut qu'on abandonne ce projet. Il y a d'autres priorités. Voilà. Makan, si tout le monde est d'accord pour un découpage, qu'est-ce que ça coûte à l'État de revoir la forme qui est remise en cause par certains Maliens? Rien, ça ne coûte rien à l'État de revoir la forme dès lors qu'il y aura des concertations régionales. C'est ça que moi j'ai toujours dit. Et puis, c'est... Mais est-ce que vous pensez que ce projet-là... Je vais revenir sur la question... Monsieur Touré, permettez-moi d'aller au fond de mes idées. Hein. Allez-y. Nous avons une mauvaise habitude. C'est quoi? C'est que quand une information est donnée, ou bien une nouvelle est donnée, le Malien ne réagit pas. Le Malien s'assoit, attend, jusqu'à la dernière minute. Quand il constate que, bon, voilà, les autorités sont en phase maintenant de mettre en application ce projet, c'est en ce moment qu'il se lève. Sinon, ce projet-là a existé bien avant. Pourquoi, pendant cette période-là, personne ne s'est levé, personne n'a levé le petit doigt, personne n'a rien dit. Et maintenant que les gens constatent, surtout les hommes politiques, j'accuse certains hommes politiques qui sont à la base de ça, qui sont en train de pousser les gens à la révolte. C'est ça. Sinon, ce projet-là a existé depuis très longtemps. Pourquoi ne pas mener une réflexion là-dessus? Pourquoi ne pas descendre au niveau de la base? Pourquoi ne pas aller expliquer que ce projet-là était un mauvais projet pour l'instant, etc., etc. Pourquoi ces hommes politiques ne l'ont pas fait? Pourquoi? Je leur pose la question. Entre-temps, les autorités maliennes ont eu la possibilité, excusez-moi, d'informer. Quand Tadina dit que, je m'excuse auprès de lui, hein, que les populations locales n'ont pas été impliquées dans l'élaboration de ces projets-là. Les populations locales ont été bel et bien impliquées. Les autorités coutumières ont été impliquées. Elles le savent. Elles savent que ce projet-là était en gestation et que ce projet-là allait être mis en application. Si elles ont été impliquées, pourquoi organiser maintenant des conférences régionales? Conférences régionales, c'est pour que l'avis de tout le monde puisse être partagé de façon globale, ensemble. C'est tout. Vous êtes de la région de Kidal, vous venez avec l'avis de votre population. Vous êtes de la région de Tombouctou, vous venez avec l'avis de votre population. Et ce sont ces différents avis-là. Hein, les gens de Bouni, etc. Vous venez avec vos avis. Et ces avis-là sont analysés, évalués. Et les autorités vont voir ce qu'il y a de bon ou de mauvais dedans pour ensuite améliorer le projet. C'est tout. Ce n'est pas une façon de dire qu'on veut encore voler la population ou bien une façon de distraire la population. Non. C'est une façon très directe d'aller vers un processus qui nécessite l'implication de tous. Voilà. C'est ce que je pense de la situation. D'accord. Yaya Tandina, avez-vous l'impression que cet avant-projet, avec cette forme et ce contexte, a des chances de passer? Moi, en tout cas, ce qui se passe à Tombouctou me donne peu d'espoir, parce que je vois au niveau des débats tout ce qui se passe, même avec les autorités coutumières. Certains sont allergiques
à ce découpage. Ça peut passer, mais quand Magan dit que il s'en veut à certains politiques, moi je dis non. C'est-à-dire aujourd'hui, du moment où le gouvernement accède à la majorité, je ne vois pas de problème comment est-ce qu'un autre vent peut venir contrer un projet que le gouvernement a initié. Donc là déjà il y a une contradiction. Donc on ne craint pas ce vent politique. Non, pas la révision constitutionnelle. Il s'agit de ce projet. Quand vous dites qu'il y a une volonté politique manifeste de certains politiciens qui veulent déstabiliser, j'ai dit de ne pas aller sur ce courant d'air parce que déjà c'est une majorité qui a élu le président de la République. Avec 77 et 15%, je crois que le problème ne doit pas se poser. Mais j'ai dit le problème c'est la forme. On ne peut pas parachuter un projet comme ça du sommet pour dire à la base c'est comme une sorte d'imposition. J'ai dit laissez les populations elles-mêmes de décider qu'est-ce qu'il me faut aujourd'hui pour que je sois développé, pour que je sois sécurisé. Voilà, en ce moment, je crois qu'au cours de cette concertation, on peut bien... Et là, une semaine ne suffit pas, ça je vous dis. Sincèrement, une semaine ou 2 semaines ne suffisent pas. Il faut carrément laisser le temps aux communautés de se concerter. Et des coins les plus reculés du Nord ont besoin de cela aujourd'hui pour se retrouver et voir dégager des stratégies que si on adoptait, la sécurité et l'économie pourraient se développer. Voilà, je crois que... Mais quand ça quitte là-haut, c'est comme une imposition et souvent c'est rejeté automatiquement. Et moi j'ai l'impression que c'est que la région de Tombouctou est en train de voir, c'est un projet qui a quitté le sommet, il faut le rejeter automatiquement. Alors que ce ne serait pas la bonne chose, il faudrait laisser la latitude des populations à elles-mêmes de dessiner son schéma de vie et de son schéma de sécurité. D'accord, 8 minutes pour aborder le deuxième sujet de ce forum de la presse. Nombreux sont les établissements scolaires qui sont fermés à travers le pays. Nous allons parler du cas de Banamba et des autres localités, notamment au nord et au centre du pays. Écoutons d'abord ce reportage. Cette opération de ratissage, qualifiée de grande envergure, a permis l'arrestation d'une dizaine de présumés djihadistes. Une centaine de militaires et du matériel sont déployés au sol dans le cadre de cette opération. Selon RFI, c'est le chef d'état-major des armées maliennes lui-même qui a coordonné les préparatifs de l'intervention militaire. Le général Bemba Moussa Keïta a dépêché des troupes dans les environs de Banamba. Des témoins sur place confirment que des écoles fermées par des présumés djihadistes ont été sécurisés, notamment dans les villages de Toubakoura, Toubakoro, Ngounadou et Balaba. Selon ces témoins, dans une autre localité, l'armée a piégé l'ennemi en arrivant de l'Est alors qu'elle était attendue à l'Ouest. Cette opération, malgré son ampleur, ne rassure pas les enseignants et leurs élèves qui, pour l'instant, n'ont pas regagné les salles de classe. Afin de maintenir le calme et retrouver le ministère de la Défense a décidé d'installer un dispositif de sécurité dans plusieurs localités de l'Ouest, notamment à Toubakoro, Dandougou et Balala. Cette offensive des forces maliennes intervient quelques jours après la fermeture de nombreuses écoles dans ces localités par des groupes djihadistes se réclamant de la Katiba du Massina. Makan Konaté, que deviennent les écoles du Mali? Il y a un problème. Il y a un problème sérieux, un problème grave. Comme le souligne ce reportage. Mais tout d'abord, je tiens à féliciter nos forces armées et de sécurité pour le travail réalisé, pour l'offensive qui a été donnée à Banamba et qui a permis quand même de mettre hors d'état de nuire certains djihadistes. Et dans les reportages également, il est dit que les autorités maliennes sont en train de prendre des dispositions côté sécurité, c'est-à-dire pour installer au moins un dispositif sécuritaire afin de sécuriser les élèves et leurs enseignants. Mais les enseignants disent qu'ils ne sont pas rassurés. Oui, mais c'est une réalité, tant que les forces de sécurité ne sont pas sur place. Est-ce que vous pouvez aller enseigner sachant que vous n'êtes pas protégé? C'est ça le problème. Ça a été même une des revendications également de nos magistrats, qui sont au nord, qui disent que vraiment un seul garde ne suffit plus. Il y en a qui demandent 2 ou 3. Donc ça a été une de leurs revendications. Et c'est la même chose que pour les enseignants. Vous ne pouvez pas aller enseigner des enfants, à des enfants sans être sécurisés. D'abord, il faut que les mesures de sécurité précèdent d'abord la présence des enseignants et des élèves. Là, franchement, je suis entièrement d'accord
avec les enseignants sur ce plan. Il faut installer des mesures sécuritaires pour que le travail puisse se reprendre. D'accord. Yaya Tandina, du nord au centre et maintenant le sud. Que vont devenir tous ces enfants qui sont privés d'école? L'éducation à tous. Moi, je dis que si vous partez voir quel est aujourd'hui l'idéal recherché par les djihadistes, il s'agit d'insérer au niveau de l'éducation classique l'enseignement coranique. Et quand nous avons vu à un certain moment, Tomokou même avait dénoncé la disparition de l'école du lycée franco-arabe, et on a vu que beaucoup d'écoles où on enseignait l'arabe, les professeurs ne sont plus recrutés. Cela a créé beaucoup de problèmes. On n'allait pas arriver là jusqu'au radicalisme si les cours continuaient normalement. Et vous voyez, dans le Gourma, depuis 2012, jusque-là, il n'y a pas eu d'école. Dans le Gourma de Niasenke, par exemple, vous partez dans la zone de Sarépéré où l'État est quasi absent. On soit très clair. Alors là, ces écoles sont fermées depuis. Et ces enfants n'ont appris que le bruit de la calache. Et imaginez ce que ça peut donner. À un moment donné, on pensait que l'État n'avait pas les moyens de venir dans ces zones. Alors, au fur et à mesure, on profite quand même de la de l'État dans ces localités les plus reculées, que ce soit de ce côté de Banamba, ce n'est pas à Banamba-Ville, mais c'est des localités reculées où on vient, on pose des actes, on menace des enseignants. Je crois que c'est à l'État de voir la stratégie qu'il faut adopter. S'il faudrait vraiment insérer les cours arabes au niveau de ces écoles, ça vaut mieux. Parce qu'en réalité, ce n'est pas que eux ne veulent pas seulement qu'on enseigne ce que dit l'Occident. Mais je crois qu'on peut adopter une autre, c'est-à-dire la culture de notre pays. On peut adopter le civisme aussi à notre façon. On peut adopter beaucoup de choses. En ce moment, nous allons partager la vie de ces gens. Et puis, ça permettra à nos enfants quand même de bénéficier de l'école, de bénéficier d'une éducation adéquate. Mais si on les laisse comme ça au fur et à mesure, finalement, eux-mêmes, ils deviendront des radicaux et qui finalement vont s'aligner de l'autre côté. Et ça deviendra une guerre perpétuelle. Yorosso, l'État est-il en train de perdre le contrôle de la situation? Bon, comme il y a eu un redéploiement pour sécuriser la zone, on peut dire un ouf de soulagement. Mais je crois que cette politique de sapeur-pompier, il est temps d'abandonner, d'autant plus que l'insécurité, la fermeture des écoles a commencé depuis le nord, vers la région de Mopti, Ségou et la région de Koulikoro aujourd'hui. On devrait prendre toutes les dispositions nécessaires pour quand même sécuriser la zone de Banamba par rapport à ça. On ne l'a pas fait. Quand les djihadistes sont partis, voilà, on déploie l'armée, mais pour combien de temps? Parce qu'on a vu Boué dans la région à Banyangara, voilà, ils sont partis ouvrir des écoles. Après son départ, voilà, les djihadistes sont venus fermer les écoles. Mais il est temps quand même de mettre un dispositif sur place pour sécuriser la zone. L'essor de ces enfants, tu l'as dit, c'est une bombe à retardement. Ces enfants aujourd'hui qui sont privés de leurs droits, dans 5 à 10 ans, vont se dire que oui, il faut prendre les armes contre les autres parce qu'on nous a privés de notre droit. Il faut qu'on évite cette situation. D'accord, 2 minutes terminées. Juste quelle solution? Je vais vous donner la parole tout de suite, Makan. 30 secondes à chaque invité. Quelle solution face à cette situation? Face à cette situation, il faut redéployer l'armée, les forces de défense et de sécurité qui rassurent tout le monde, aussi bien la population que les agents de l'État. Makan l'a dit, les anciens ne veulent pas retourner. Ils sont inquiets. Certains ont été tués, d'autres ont été blessés, d'autres ont été menacés. Donc, quand cette menace est là, voilà, ils vont face se donner. Donc, il est temps quand même, l'État se déploie dans ces zones pour sécuriser la population. À vous, Makan. Oui, Tandina disait d'introduire l'enseignement coranique dans les écoles. En faisant cela, c'est une façon pour l'État de capituler. Pour moi, c'est une faiblesse de l'État. Ces gens-là, ces rebelles, il faut les combattre. Essayer d'introduire l'enseignement coranique dans le système éducatif, c'est comme si l'État capitulait. D'accord. Voilà. Donc moi, je suis entièrement contre cela. Et je voudrais plutôt que l'État fournisse encore des efforts pour essayer d'installer des postes de sécurité. Pour mieux sécuriser les zones. Yaya Tandina, à vous. Allô? Oui. J'ai des problèmes d'audition là parce que j'ai un souvenir de la musique là. Ah oui. Makan pense que ce n'est pas une bonne idée d'introduire l'école coranique, l'enseignement coranique dans les établissements scolaires au Mali, public. C'est comme si l'État capitulait. Je
la musique. D'accord, on aura d'autres occasions pour revenir sur le sujet. Merci beaucoup à nos invités Yoroso de l'Inter de Bamako, Makan Konaté de IKFM et Yeya Tandina de ORTM Tombouctou. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Nouhoum Diré, à la régie vidéo Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré. À la semaine prochaine. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.